Bonsoir et bonjour à ceux qui nous suivront en rediffusion. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous savoir encore une fois très nombreux en train d'attendre notre rendez-vous d'actualité, l'actualité africaine, l'actualité régionale mais aussi nationale. Au niveau africain, vous le savez, l'actualité reste dominée par la fin des différents mandats des différents chefs d'État. Dans le niveau national, l'actualité reste dominée par le dialogue national convoqué par le président de la République qui a promis la mise sur pied d'un comité préparatoire. Depuis là, on attend toujours peut-être que le problème d'inclusivité est l'une des raisons qui fait en sorte que la mise en place de ce comité préparatoire puisse encore une fois traîner. L'actualité reste dominée aussi par l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies dernièrement, vous le savez. Finalement, nous allons parler du processus électoral qui pose problème aujourd'hui au pays. C'est d'ailleurs la raison principale du dialogue national. C'est long, le président de la République, Joseph Kabila. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous recevons sur ce plateau Olivier Kamitatou. Bonsoir, Monsieur Kamitatou. Bonsoir, Madame Zibi. Bienvenue. Monsieur Kamitatou, vous êtes député national, vous êtes président de l'ARC, ancien ministre du Plan, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale pendant la transition, une période très très difficile, il faudrait le dire, un président du réseau libéral africain, vice-président du G7 chargé des relations extérieures. Le G7 hier était avec le président Kabila. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Monsieur Kamitatou, qu'est-ce que cela vous fait d'être hier ami à Joseph Kabila, aujourd'hui presque son ennemi? Non, il n'y a pas d'ennemi en politique. Nous sommes devenus des adversaires politiques. Parce que nous avons effectivement insisté, le G7, ensemble, pour que le président de la République puisse nous donner, ouvrir un débat sur une question qui nous paraissait essentielle. C'était l'avenir du pays au regard du respect des dispositions de la Constitution, de la loi fondamentale, qui était le fruit d'un compromis forgé à la suite d'un dialogue intercongolais. Inutile de rappeler que 85% du peuple congolais a adopté par référendum cette constitution. Eh bien, nous avions adressé au président de la République à plusieurs reprises une demande, celle d'ouvrir à l'intérieur de la famille politique un vrai débat sur cette question essentielle qui était celle de son avenir, de l'avenir de sa famille politique, de l'avenir du pays, de sorte que nous puissions à la fois respecter les dispositions de la Constitution et à la fois tracer une perspective d'avenir. Le président de la République a refusé d'ouvrir ce débat, à telle enseigne d'ailleurs qu'il nous a révoqué, et cela a suscité des démissions en cascade au niveau des ministres membres du G7. Et pour la première fois, le peuple congolais a vu que la responsabilité en politique était liée à la morale en politique. Que quand on croit en quelque chose, eh bien, le courage, c'est le prix de la dignité. Il faut savoir partir. Voilà, comme ça. Monsieur Kamitatou, pensez-vous que le moment était bien choisi pour ouvrir ce débat-là? Le moment était bien choisi parce que je crois qu'il faut dire la vérité à la population. Il est inutile d'écrire, comme je l'ai lu récemment dans un mémo de la majorité adressé au secrétaire général Ban Ki-moon, nous respectons la Constitution de A à Z. Bon, c'est très bien, le français est peu élaboré, mais il faut aller un peu plus loin. Ce que nous attendions du président de la République, c'est qu'il puisse dire « je respecterai la Constitution » et je ne briguerai pas un troisième mandat puisque je respecterai la Constitution. Quand on dit « je respecterai la Constitution », mais quelle Constitution ? Nous disons le peuple congolais. La Constitution ne règle pas ces problèmes-là de troisième mandat. Elle les règle, effectivement. Mais lorsque quelqu'un vous dit qu'il va respecter la Constitution, pourquoi voulez-vous qu'il donne des détails ou des précisions? Parce qu'on a besoin de détails et de précisions et que, effectivement, le diable souvent est dans le détail. Et que ajouter une incise, je ne briguerai pas un troisième mandat, c'est si douloureux, ça vous arrache le cœur. Non, c'est une question de responsabilité devant le peuple congolais, devant sa famille politique. Eh bien, quand on ne veut pas assumer cette deuxième incise qui est « je ne briguerai pas un troisième mandat », on voit trop à travers l'Afrique, dans les pays voisins, et ailleurs même, des chefs d'État qui veulent briguer de nouveaux mandats. Un vient d'être éconduit par un référendum, c'est le président Morales, en Amérique latine. Il voulait des mandats illimités. Ce que nous percevons aujourd'hui, de manière très forte, et que le peuple perçoit, eh bien, c'est qu'il y a une famille politique qui souhaite, pour les besoins d'un seul homme, du président de la République, à laquelle appartient le président de la République. Et que répondrez-vous aujourd'hui, Olivier Kamitatou, à ceux-là qui qualifient des rats d'un navire prêt à chavirer, des traîtres
de Joseph Kabila? Non, la trahison, c'est pas par rapport à un homme, c'est par rapport d'abord à ses valeurs, c'est par rapport aux fondements de la démocratie qui sont inscrits dans une constitution adoptée par 85% des Congolais. Là, il y aurait trahison. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse sortir de ce vocabulaire « nous avons trahi un homme ». Absolument pas. Nous pourrions dire « il est temps maintenant à cette famille politique de dire la vérité à la population ». Parce que nous le connaissons bien, Joseph Kabila, depuis très longtemps. Nous connaissons bien notre famille ancienne, politique, à laquelle nous n'appartenons plus depuis très longtemps. Et nous savons que se cache toujours dans le non-dit, eh bien, le début d'une crise qui peut être extrêmement grave, aux conséquences qui seront incalculables pour le pays. Mais justement, est-ce qu'il vous a convoqué un jour pour vous dire, ou il lançait des signaux négatifs qui ont fait en sorte que vous puissiez être convaincu de ses intentions de briller un troisième mandat? Eh bien, quand on écrit à 3 reprises à Joseph Kabila, et qu'à la 3e reprise, la réponse est une révocation, faut-il avoir une lecture dirigée de la volonté de quelqu'un? Vous avez bien compris que ce que vous lui avez demandé, eh bien, il ne l'a pas accepté. Nous avons dressé un constat au président de la République. Nous avons dit au président de la République, vous avez un bilan, nous avons un bilan et nous le partageons. Nous le partageons en ce qui est positif et nous le partageons en ce qui est négatif. Des choses ont été réalisées et nous en assumons la paternité. D'autres, dans lesquelles nous nous sommes investis, ont échoué et nous devons effectivement le regretter et probablement rectifier le tir. Nous avons été extrêmement lucides dans notre analyse. Nous avons dit au président de la République, il y a des tensions dans le pays. Ces tensions sont liées effectivement à un 3e mandat, à un changement de constitution. Et les velléités qui sont ressenties de changement de constitution, eh bien, la population les exprime à travers une très forte tension. Et dans le cadre politique, et ces tensions se sont exprimées de manière extrêmement forte lors de la journée Ville-Morte. Nous avons sérié tous ces points, tous les éléments qui montrent que tout est fait délibérément pour retarder ce processus. Et nous avons dit non, arrêtons cette politique, elle est dangereuse pour le pays. Il vaut mieux maintenant ouvrir le jeu, avoir un vrai débat et s'assumer librement. Voilà pourquoi nous disons attention, il est inutile d'avoir une déclaration quand les gestes qui sont posés illustrent bien une absence de volonté. Et aujourd'hui, on peut dire que tout le processus électoral est délibérément saboté. C'est presque un pléonasme de dire qu'on sabote délibérément parce que c'est une action qui est faite pour qu'on n'ait pas les élections. On va y arriver. Monsieur Kamitatou, aujourd'hui vous tombez dans l'opposition. C'est pas tout le monde qui vous fait confiance, il faudrait le dire. Hein. Pensez-vous que vous êtes prêt à mener votre action sur la défense de la Constitution jusqu'au bout? Ben, je suis d'abord prêt à la mener parce que cette Constitution, j'en suis un des rédacteurs, parmi les 500 députés de la transition. Et j'ai eu l'immense privilège à l'époque de diriger cette Assemblée. Donc, quelque part, c'est notre production. C'est ce que nous avons réfléchi et c'est sur ce quoi on s'est mis tous d'accord par un consensus très large. Certes, les députés de la transition n'étaient pas élus. Ils étaient désignés par leurs composantes et par leurs entités. Mais c'était des hommes de valeur qui gagnaient nettement moins que les députés élus aujourd'hui, mais qui avaient un engagement personnel pour quitter le conflit et pour arriver à donner un nouvel ordre politique des élections et des institutions démocratiques. Voilà pourquoi, quand vous dites « est-ce que je suis prêt à m'engager ?» Eh bien, comme 80% des Congolais, on l'a vu lors de la journée Ville-Morte, je suis prêt à m'engager. Et je suis doublement prêt parce que, quelque part, j'en ai la responsabilité, tout comme ceux qui ont adopté cette Constitution et ceux qui, par référendum, l'ont avalisée. Contrairement à ceux-là qui pensent que vous êtes des infiltrés aujourd'hui dans l'opposition. Non, je crois qu'il y a là une cohérence. Il y a une cohérence dans l'action politique depuis 10 ans. Cette Constitution a 10 ans. Elle est le fruit d'un énorme compromis. Un compromis que certains qualifient d'historique. Demandez à Vital Kamerhe, demandez à Roubaix-Roy, demandez à tous ceux qui ont participé au dialogue intercongolais. Ce fut un compromis historique. Chacun s'est départi de ses doutes pour privilégier ce qu'il y avait de plus fort, un sentiment d'unité, d'union nationale et un sentiment qu'il fallait faire confiance dans les Congolais. Et cette confiance, nous l'avons transcrite dans un texte qui a des dispositions intangibles. Eh bien, il faut respecter ces dispositions intangibles. Le fruit de ce compromis a été Joseph Kabila.
Parce que quelque part, il est aussi le fruit de ce compromis. Et cette constitution l'a protégé. Il a été élu démocratiquement. Mais tant mieux. Et je salue qu'il était élu, puisque j'appartenais à sa famille politique. Il y a eu coupure avec, non, il n'y a pas eu coupure. Avec un fruit d'un compromis politique. Maintenant qu'il est président de la République, élu démocratiquement sur base d'une organisation des élections. Pendant les semaines qui ont émaillé l'élaboration de ce texte, il a fallu faire des compromis. Il a fallu faire des compromis pour que tout le monde participe au jeu électoral. Certains n'en avaient pas les qualités. Comme qui, par exemple? Eh bien, quand on compare les constitutions les unes aux autres, que de critiques n'avons-nous pas reçues? Parce qu'on parlait de l'âge, parce qu'on parlait des compétences, parce qu'on parlait de l'expérience, parce qu'on parlait des diplômes, parce qu'on parlait de beaucoup de choses. Joseph Kabila n'avait-il pas des compétences, oui ou non? Il les avait, mais... Oui. Il y avait l'âge, mais tout le monde selon la Constitution, les textes parce que c'était une volonté, mis en place. Parce que c'était une volonté de dire qu'il devait, il pouvait être candidat, une volonté pour dire qu'à 70 ans, on peut toujours être candidat aussi, et nous avons ouvert totalement le jeu. Regardez Congo-Brazzaville, c'est ce qui s'est passé. On a dit à 70 ans, on ne peut plus être président de la République. Il a fallu changer les textes. Nous avons dit, nous faisons le compromis tout de suite. Parce que personne n'a gagné la guerre. Personne n'a perdu la guerre. Nous avons un vrai compromis. Au-delà de la Constitution, c'est bien ça? Non, ils sont inscrits dans la Constitution. Et c'est ce qui fait la valeur de cette Constitution. Parce que 85% des Congolais, vous pensez qu'ils ont lu la Constitution? Non. Certains jusqu'à aujourd'hui ne l'ont pas lu, mais tous comprennent que ce texte est un texte sacré. Tous comprennent que ce document, 85% ont dit oui, parce que ce document représente et illustre une volonté de paix, de stabilité, d'unité, et qu'après des conflits tellement violents, qui ont occasionné tellement de victimes, de larmes et de sang, il était inutile d'aller plus loin, que cette constitution était un oui franc et massif à la paix, à la stabilité, au progrès, et aujourd'hui il réaffirme ça. Je suis convaincu que la majorité des Congolais n'ont pas lu le texte, mais ils savent que ce texte-là est le ferment, le socle, le fondement d'une nation qui doit devenir une nation puissante et qu'il est inutile aujourd'hui de réouvrir ce texte, de remettre en cause ce qui nous a occasionné tellement de conflits pendant autant d'années. Même pas au regard d'urgence que le pays peut connaître. Il n'y a aucune urgence que connaisse le pays quand les urgences sont liées à des individus. Un homme ne peut pas être plus fort qu'une institution et cette constitution, elle est démocratique. Elle a donné un nouvel ordre politique basé sur des institutions et c'est là. Maintenant, je fais une transition. Je voudrais être journaliste. Je fais la transition. C'est là où il n'y a pas de crise institutionnelle au Congo. Les institutions fonctionnent, et elles fonctionnent tellement bien d'ailleurs, que certaines, eh bien, débordent dans les crédits qui leur sont alloués, puisqu'elles fonctionnent et elles brassent beaucoup d'argent, ces institutions. Ça veut dire qu'elles marchent. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Il y a une crise, peut-être, de l'avenir d'un homme. Mais il n'y a pas de crise des institutions. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas un dialogue institution. On ne veut pas un nouveau dialogue intercongolais. On ne veut pas une nouvelle conférence nationale. Nous savons qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de vide d'une institution. C'est vous qui réduisez le problème à un homme, M. Kamitatou. Aujourd'hui, on parle du problème lié à l'institution de la République, qui met en cause presque l'avenir de la nation. Je peux vous assurer, allez-y, je peux vous assurer que si le président de la République se lève un matin, fait une déclaration pour dire « je ne briguerai pas un troisième mandat », la tension politique et la tension dans la population va baisser immédiatement. Je crois qu'un homme... La population a soif justement d'écouter cela. Ce problème qui a été déjà réglé par la Constitution, pensez-vous que la population attend de Joseph Kabila ça, ou c'est la classe politique? Non, ce n'est pas la classe. Particulièrement celle de l'opposition, M. Kamitatou. Ce n'est pas la classe politique. Quand on regarde ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe au Rwanda, ce qui va se passer au Congo-Brazzaville, quand on écoute le secrétaire général des Nations Unies qui dit « mais les tensions dans ce pays sont liées au troisième mandat », c'est un homme éminemment responsable et très sage, qui vient de New York, qui est coréen, et qui constate qu'au Congo, la tension dans le Congo est liée au troisième mandat, que la tension en Afrique est liée au président de la République qui veulent s'incruster dans leur fauteuil. Vous pensez que les Congolais n'ont pas dans le cœur la volonté d'entendre leur président dire « il ne briguera pas un troisième mandat ». Un homme
est souvent lié à une date. Charles de Gaulle est lié au 18 juin. Parce qu'il représentait, il incarnait la liberté, la résistance. Patrice Lumumba est lié au 30 juin. Parce qu'il a incarné la dignité retrouvée du peuple noir et du peuple d'Afrique et du peuple congolais. Mobutu Sese Seko est lié au 24 avril. Il a versé une larme, certains disent de crocodile, mais il a tenu un discours historique, il a libéré le champ politique. Est-ce que Joseph Kabila sera-t-il lié à une date? Le 19 décembre? Devra-t-il attendre le 19 décembre? Et on dira, c'est l'homme du 19 décembre qui est resté sur son fauteuil alors qu'il n'avait plus aucune légitimité? Nous disons qu'un homme doit être responsable, surtout quand il devient une institution. Et Joseph Kabila n'est pas un homme. Il est un homme et une institution à la fois. Et nous attendons de lui, en tant qu'institution, qu'il reconnaisse que le 19 décembre, eh bien, son mandat a pris fin. Monsieur Kamitatou, les indicateurs de cette responsabilité que vous venez d'évoquer, aujourd'hui, ne peuvent pas être considérés comme l'appel au dialogue national convoqué par le président de la République. Il veut rectifier les tirs du passé, c'est-à-dire l'organisation des élections en 2006, qui a abouti sur ce que vous savez. En 2011, c'était catastrophique, vous le savez. Et aujourd'hui, il pose le problème et il le dit clairement qu'il faudrait aller aux élections apaisées. Nous souhaitons des élections apaisées. Nous souhaitons des élections dans les délais prescrits par la Constitution. Nous aurions souhaité que Joseph Kabila soit aussi regardant sur le caractère apaisé des élections qu'il ne soit regardant sur le financement du processus. Qu'avons-nous constaté? C'est que cette volonté tout d'un coup exprimée, tout le monde se met ensemble, nous devons parler à la fois du calendrier électoral, nous devons parler du fichier électoral, nous devons parler du financement des élections, de la sécurisation des élections. Qu'avez-vous mis, oui, dans le fichier, qu'avez-vous mis comme argent? La responsabilité liée aux résultats et aux moyens affectés pour ces élections? Rien. Les obligations qui vous incombent en tant que chef de l'exécutif avec le Premier ministre, qu'avez-vous mis comme argent? Oui, tardivement, on commence à galoper. À l'heure où nous avions les ressources, nous avons joué à la cigale. Nous avons investi 900 millions, 1 milliard dans des projets qui n'étaient pas budgétisés. Nous ne pensions pas aux élections à ce moment-là. Aujourd'hui, la responsabilité incombe seule à ceux qui avaient à gérer les deniers de la collectivité, parce que c'est une responsabilité pour l'exécutif que de préparer les élections. Dès lors que maintenant on veut un dialogue, vous dites « Ah, le dialogue est peut-être un rattrapage. » Un rattrapage. Personne ne veut un rattrapage, parce qu'il n'y a personne qui prendra une responsabilité qui n'est pas la sienne. Mais nous disons, attention, vous voulez un dialogue, nous ne voulons pas votre dialogue, parce qu'on sait très bien que ce dialogue est un piège, ce dialogue est une institution que vous voulez créer. C'est un dialogue institution. Vous voulez à la fois des sportifs, des confessions religieuses, des chefs coutumiers, vous voulez des corporations. Or, la question est technique. Ne sont-ils pas concernés par la nation, les questions... Ah oui, s'ils sont concernés par le financement des élections, je dis ça relève du gouvernement et éventuellement du Parlement qui a à contrôler. Si c'est le fichier, ça relève effectivement des techniques pour élaborer un fichier, pour intégrer les jeunes majeurs, enlever ceux qui sont décédés, et ça relève de la responsabilité de la CENI. Si c'est la sécurisation, ça relève du gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur, les forces de police, éventuellement de la MONUSCO s'ils assistent les forces de la police. Tous ces éléments, eh bien, relèvent des attributions des institutions qui fonctionnent. Elles ne relèvent pas d'un corps qu'il faudrait créer pour les besoins de la cause. Monsieur Kamitatou, vous venez d'affirmer que la responsabilité incombe au président de la République en tant que chef d'exécutif. Ne pensez-vous pas que la responsabilité vous incombe aussi, vous, en tant que classe politique aujourd'hui qui devait être en coalition avec la réalité qui s'impose aujourd'hui? La réalité qui s'impose aujourd'hui est une réalité qui a été créée délibérément. Mais vous devez l'accepter puisque ça reste une réalité, n'est-ce pas? Alors nous disons, bon, quelqu'un a saboté le processus, mais venez réparer. Venez réparer avec nous. Parce que nous avons saboté délibérément, mais nous vous associons à la réparation. Et ça prendra combien de temps? Oh, 18 mois. Mais vous savez, si on n'est pas d'accord, on pourrait peut-être même faire un référendum, parce que l'ouverture de la session parlementaire,
Nous verrons la responsabilité de l'Assemblée nationale. Si est déposé ce texte sur le référendum, nous saurons alors que nous étions, oui, parce qu'on nous a mis dans une impasse. On a créé les conditions d'une impasse, de ne pas respecter les délais de la Constitution, et donc on a trahi. Là, le mot trahison prend tout son sens, Madame Zimbi. Le mot trahison par rapport aux devoirs qui vous sont assignés dans un texte, par rapport aux délais qui seront prescrits, et nous disons, il est temps, il est grand temps, tous ensemble, au niveau de l'opposition, et là, il n'y a aucun différent. Il est grand temps d'accélérer le fichier électoral, en tout cas l'enrôlement des jeunes gens, qui peut être fait en 4 ou 5 mois. Il est encore temps. Vous avez suivi le président oui, nous avons suivi, et je pense qu'il a largement outrepassé son rôle, parce qu'il sait très bien que dans le calendrier électoral que lui-même a confectionné avec l'abbé Malou Malou, parce qu'il était partie prenante. Ce n'est pas quelqu'un débarqué de la planète Mars. Il a travaillé un calendrier qui fixait très bien les dispositions dans ce calendrier du 12 février 2015 que, eh bien, la révision du fichier électoral, la révision partielle pour intégrer les jeunes gens, ne pouvait excéder 4 ou 5 mois. Comment aujourd'hui, la même personnalité nous dit c'est plus 4-5 mois, c'est 16 mois. Ça veut dire que soit il est frappé d'amnésie, soit il est devenu et il a prêté allégeance à une famille politique qui ne veut pas les élections aujourd'hui. Monsieur Kamita, tout seul, les discours ne suffit pas. Vous le savez, oui. C'est le président de l'institution organisatrice des élections qui l'affirme. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout comme je crois qu'il a reçu récemment nos amis de la Dynamique qui lui ont posé la question, qui lui ont déposé un mémo, qui l'ont rappelé à ses responsabilités, à son devoir, nous tous, et le peuple congolais également, qui s'est déjà exprimé de manière extrêmement forte en janvier 2015, en disant « Attention, ne nous menez pas en bateau. Nous savons que vous voulez confondre recensement et fichier électoral, et nous sommes contre cela. Nous n'avons pas besoin d'une identification des nationaux, nous avons besoin simplement que ce fichier nous permette d'aller aux élections. » Et la même personne qui était chargé adjoint... Qui était, entre guillemets, qui serait manipulé par, je dis bien serait manipulé par quelques politiques, par des politiques de l'opposition. Il faut avoir grande conviction pour dire à quelqu'un, affronter les armes, accepter de mourir pour une manipulation. Quelle manipulation? Non, il y a un rejet. Il y a un rejet d'une politique de sabotage. Il y a un appel à la responsabilité. Il y a une volonté qui est exprimée tout à fait librement par tous les Congolais de dire « Nous voulons des élections dans les délais prescrits par la Constitution parce que c'est notre Constitution, ce sont les règles du jeu et on ne les change pas. » Les mêmes actions que nous avons vues au Burundi, au Congo-Brazzaville, mais fin des fins, la finalité qui compte, Monsieur Kamitatou. Nous disons que fin des fins, l'arbitre est la plus puissante armée au monde, reste le peuple congolais. Et il va s'exprimer. Il a commencé à s'exprimer en janvier 2015 avec nos martyrs. Il a continué à s'exprimer à travers la journée Ville morte. Et c'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement des jeunes gens de Lucha. Imaginez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, qui est l'homme qui incarne la paix dans le monde, qui est l'homme qui incarne le respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Quand il foule le sol congolais, c'est à cet instant que la justice congolaise frappe les jeunes gens de Lucha pour le seul fait d'avoir réclamé la liberté. Vous ne pensez pas qu'il y a là autre chose que ce que vous voulez prêter d'une manipulation de jeunes gens? Vous ne pensez pas qu'il y a là un vrai changement? Parce que, en soi, construire l'avenir, c'est se donner entièrement au présent. Et quand ce sont des jeunes qui se donnent entièrement au présent, parce qu'ils veulent construire leur avenir. J'ai une fille, elle est née le 17 mai 97, le jour où Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Elle va avoir 19 ans dans quelques semaines. Je ne veux pas que les 20 prochaines années, ma fille qui fait le droit dans une université, puisse toujours vivre sous la botte d'un régime qui a refusé des élections ou qui a manipulé les constitutions.
Parce qu'aujourd'hui, ce régime, il a 20 ans. Votre fille va vous condamner parce que vous avez été avec ce régime, M. Kamita. Et parce que vous avez travaillé avec ce régime. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça, vous le savez. Mais si, vous avez travaillé avec ce régime. Madame Zimbi, travailler avec... Vous avez collaboré avec ce régime. Attention. Et lorsque ça sent plus bon, vous avez lâché ce régime. Non, c'est pas parce que ça sent plus bon. Attention, Madame Zimbi. Allez-y. Quand vous dites que vous avez collaboré avec ce régime est mauvais? C'est à vous de répondre. Non, vous avez collaboré. Et vous savez que le mot collaboration, vous-même, vous savez que ce régime est mauvais s'il va au-delà. Non, je vous prends à votre dialectique. Ce régime est mauvais s'il va au-delà de la Constitution. Ce régime sera un régime mauvais. Et aujourd'hui, il n'est pas encore mauvais. Jusque-là, il n'est pas encore mauvais. Jusque-là, un homme incarne. Le bilan de Kabila est bon. Non, il n'est pas bon. Nous l'avons écrit. Le bilan est bon. Vous tous ensemble, vous avez. Madame, oui, vous aimez les choses, c'est noir ou c'est blanc. Nous disons, ce bilan, il est mitigé. Des choses ont été réalisées et nous devons en être fiers. Des choses n'ont pas été faites et nous devons le regretter. Et nous amender si elles n'ont pas été faites. Parce que ce bilan, nous en sommes comptables. Mais dites, la collaboration, avec tout ce que cela comporte de péjoratif. Oui, j'ai collaboré avec ce régime. Aussi longtemps que ce régime me donnait l'assurance qu'il respecterait la loi fondamentale adoptée par les Congolais. Le jour où j'ai eu la conviction qu'il ne le respecterait pas, j'ai quitté ce régime. Eh bien, si je dois faire mea culpa parce que j'ai collaboré à ce régime, je dis, ce régime, eh bien, le régime de Joseph Kabila, jusqu'à preuve du contraire, il peut encore, s'il dit à la nation, dans un discours historique, eh bien, je respecte la Constitution, je ne briguerai pas un troisième mandat, et je laisserai les forces politiques démocratiquement élire par un processus crédible mon successeur, je dirais, cet homme a une chance de rester dans l'histoire du pays. On revient à Ban Ki-moon. Vous venez de faire allusion à Ban Ki-moon. Arrivé à Goma, il a trouvé cette nouvelle, mais finalement, il y a quand même une partie des populations de Goma que moi j'ai contacté personnellement qui se sentent choquées par le rapport publié par les experts des Nations Unies qui inculpait le Rwanda dans la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, et jusque-là l'indifférence de Ban Ki-moon qui s'est jamais prononcé clairement là-dessus. Monsieur Kamita, que répondrez-vous à ces gens-là? Je dirais que puisque ici, vous avez dit que Ban Ki-moon incarne la paix, etc. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui c'est la loi supérieure. Aujourd'hui, quand une résolution des Nations Unies est adoptée, elle tient en l'état tout ce que les États, les gouvernements peuvent eux-mêmes adopter. Parce que nous souscrivons à cela. Nous avons quitté la société des nations qui a provoqué les guerres, parce qu'elle manquait de courage. Vous répondez à ces gens-là? Et je réponds à ces gens-là en disant très clairement, je n'ai pas ici à faire le procès de ce qui ne marche pas dans les Nations Unies. Mais si les Nations Unies n'étaient pas là, si la MONUSCO n'était pas là, si les forces en action n'essayaient pas de contraindre les groupes armés à être démantelés, à quitter la République démocratique du Congo, où en serions-nous aujourd'hui? Je crois que là aussi, il ne faut pas avoir un discours dichotomique. Tout est mauvais et donc nous ne devons pas... Non, voyons les choses avec lucidité. C'est que nous étions un État failli, où des armées étrangères occupaient l'espace national. Nous avons récupéré une souveraineté. La réunification s'est faite avec l'aide et le soutien des Nations Unies. Eh bien, prenons le meilleur et essayons de rectifier là où les choses n'ont pas pu se faire telles que nous les entendions. Les jeunes de Lucha ont été arrêtés finalement. Aujourd'hui, pensez-vous que la justice a failli? Moi, je dirais... D'abord, le courage n'a pas d'âge. Vous avez vu ces jeunes? Ils sont très jeunes. Vous avez vu leur attitude pendant leur condamnation? Elle était d'une dignité et d'une sérénité exemplaires. Parce qu'elle montre le courage et une détermination. Parce que l'appareil de la justice congolaise, a besoin d'être réhabilité. Parce qu'effectivement, il est là question de dignité. Aujourd'hui, j'écoutais à la radio le procès Rivonia de l'ANC. J'ai visité le musée de l'apartheid il y a quelques semaines. Je passais à Johannesburg. J'y ai vu les mêmes engins anti-émeutes qui sont déployés ici ou qu'on importe à prix d'argent. J'y ai vu les mêmes caméras
qui, ici, ont filmé les avenues désertes lors de la journée Ville morte. Parce que quand on met des caméras, c'est soi-disant pour filmer les agitateurs, les exposer, les traduire en justice. Mais les mêmes caméras pourraient également produire le film des avenues désertes. Pourquoi on ne les utilise pas aujourd'hui? Eh bien, je vous dirais, pour revenir à Lucha, L'essentiel, et l'essentiel, je reviens sur l'essentiel, et c'est ça l'essentiel, c'est qu'il y a une détermination des jeunes, et qu'elle outrepasse tout ce qu'il y a d'injustice. Et plus l'injustice est frappante, et plus ces jeunes, eh bien, se verront être exemplaires. Qui ne sont pas au-dessus de la loi non plus. Hein. Attendez, est-ce que la loi, est-ce qu'elle n'est pas instrumentalisée pour aller condamner des jeunes qui simplement demandent à ce qu'il y ait des élections, à ce que les champs d'espace soient libérés? Est-ce que le même constat n'a pas été dressé par tout le monde, qu'aujourd'hui, l'espace politique, les champs des libertés sont en train d'être confisqués, d'être réduits à leur plus simple expression? Est-ce qu'on ne voit pas les arrestations arbitraires? Est-ce qu'on ne voit pas des députés, des élus croupir en prison? Est-ce qu'on ne voit pas des gens qui sont dans l'incapacité de prendre leur avion, comme Martin Fayoulou, comme Moïse Katumbi, pour aller chez eux, à l'intérieur, pour aller battre campagne, expliquer aux populations ce qui se passe? Est-ce qu'on ne voit pas des radios qui sont confisquées? Est-ce qu'on ne voit pas des chaînes de télévision qui sont réduites au silence? Mais tout ça, ça participe de quoi? Mais justement, M. Kamitatou, tout ce que vous venez de soulever, de citer, vous l'avez remarqué quand? Parce que vous étiez ministre du Plan, parce que je crois que vous ne les dénonciez pas. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, vos yeux se sont ouverts brusquement. Allez-y. Sa situation s'est aggravée. Je suis pas le seul à le dire. Peut-être non. Peut-être le mot peut-être était-elle grave. Mais fallait-il encore l'aggraver plus? Eh bien, je vous dirais, parce que vous aimez rappeler vous avez été ministre, vous êtes responsable. Je suis responsable. Mais à partir du moment où, effectivement, colle à la peau. quand la raison nous indique que là, nous sommes en train d'aller vers une crise aux conséquences incalculables, qui risque de provoquer des désordres, qui risque de diviser profondément une nation. Ça fait maintenant 2 ans que j'en appelle à dire, on ne divise pas une nation pour le destin d'un seul homme. Beaucoup l'ont compris. Et je crois que 2 ans de répétition, partout, que je sois ministre, que je sois dans d'autres fonctions, pour dire on ne divise pas un pays pour un destin d'un homme, cela est inacceptable. Eh bien ça, j'assume entièrement ma responsabilité. Bon, on revient au dialogue national aujourd'hui. Monsieur Kamitatou, vous l'avez dit, vous ne voulez pas du dialogue convoqué par le président Kabila. Vous voulez de quel dialogue finalement ? Finalement, ce que nous considérons comme le plus important, c'est que les institutions qui sont chargées des éléments techniques qui ne nous permettent pas d'aller aux élections, eh bien, que la CENI, l'opposition, la majorité, nous regardions tous ensemble. Pourquoi nous ne pouvons pas aller aux élections et quelles sont les mesures rectificatives à prendre? Et c'est comme ça que, d'un commun accord, toute l'opposition et au-delà, la société civile aussi a demandé aux Nations Unies qu'il y ait un envoyé, un délégué pour les élections. Parce qu'à côté de la CENI, il nous faut maintenant un grand scrutateur pour nous dire, effectivement, c'est vrai ou c'est pas vrai. En 2004, avant les élections du référendum de 2005 et des élections de 2006, le mandat de la MONUC à l'époque a été élargi aux questions électorales. Eh bien, nous souhaitons, puisque dans quelques semaines, au mois de mars, les Nations Unies, Conseil de sécurité, va examiner le mandat de la MONUSCO, nous espérons et nous demandons que ce mandat soit élargi aux questions électorales, de monitoring, de logistique, et que finalement nous ayons plus d'experts internationaux, et que nous ayons, pourquoi pas, un délégué ou un envoyé pour les élections en République démocratique du Congo. Parce que nous ne voulons pas. Vous ne pouvez pas régler le problème. Parce que nous savons que la CENI a prêté allégeance à une famille politique, qu'elle n'est plus impartiale et qu'elle n'est ni équitable et que ce qu'elle fait est hautement suspect. Et donc nous disons, eh bien nous prendrons un arbitre parce que c'est une question technique. Ce n'est pas une question politique à ce jour. La lettre conjointe de l'Union africaine, les Nations Unies et l'OIF, vous l'avez lu, qui encourage les politiques à aller au dialogue. Monsieur Kamitatou, comment avez-vous réagi tout de suite? Il nous encourage à aller au dialogue, et puis vous n'avez pas continué. Ce n'est pas le dialogue de Joseph Kabila.
C'est un dialogue qui respecte la Constitution et les délais des élections. Et Joseph Kabila vous a dit que son dialogue ne va pas respecter... Nous savons que son dialogue... Vous savez sur base de quoi, M. Kamitatou? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'agite sur base de rien. On doit rester responsable dans ce que nous faisons. Parce qu'on n'a pas besoin de chefs coutumiers, de sportifs, de chanteurs et d'autres confessions autres pour faire un dialogue. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est élaguer ces questions qui sont éminemment techniques. On a besoin de qui? On a besoin de ceux qui sont en charge de ces questions techniques et de ceux qui en ont la responsabilité en termes de contrôle. Ça veut dire d'une majorité et d'une opposition. Qui peut dire effectivement, là, nous avons tous les gages que nous sommes en train d'aller aux élections dans les délais de la Constitution. Prescrits par la Constitution. Seulement les concernés. Mais évidemment. Qui va-t-on élire? La société civile? Les chefs coutumiers? Les sportifs? Les abbés? Les pasteurs? Non. On va élire des hommes et des femmes politiques. Donc c'est eux qui sont les principaux concernés. Ne joue-t-il pas un rôle important dans un processus de paix? Mais dans un processus de paix, ils peuvent jouer un rôle important, mais nous ne sommes pas dans un conflit, nous ne sommes pas dans un vide institutionnel, nous sommes simplement à examiner des questions techniques dont nous sentons que certaines d'entre elles sont délibérément sabotées. Les perspectives politiques sont bonnes selon vous? Il y a une crise politique, institutionnelle. Quelle est la crise? L'avez-vous définie? C'est quoi la crise? Joseph Kabila veut rester au pouvoir, c'est ça la crise? À part ça, il n'y a pas d'autre crise. Le Premier ministre Matata nous dit que tout va bien. La Banque centrale prend des mesures correctives, même... tout va bien. Où est la crise institutionnelle? Y en a-t-il une? Il n'y en a pas. Je vous mets au défi de la définir. Vous êtes une observatrice de la vie politique. Où est la crise? Je vois pas de crise. Je vois une peur. Je vois la peur d'une famille politique. Je vois la peur d'une famille biologique. Je vois la peur d'un homme de se dire « Mais que vais-je advenir le 20 décembre ?» Le 20 décembre, si vous êtes toujours président de la République, vous n'aurez plus de légitimité. Ça, on peut le lui dire. Mais la Constitution... Mais le 20 décembre, on peut lui... Mais le 20 décembre, Madame Zimbi, on peut dire également le 20 décembre, vous savez, un président dans le monde, à Haïti, a considéré qu'il avait échoué dans sa mission d'organiser les élections. Qu'a-t-il fait courageusement? Eh bien, il a fait acte de courage et de responsabilité. Il a dit « j'ai échoué ». Et l'échec, j'en porte la responsabilité. Parce que je suis le président de la République et je suis une institution. J'ai échoué. Et donc je laisse le mandat à un intérimaire. Chacun a sa façon de procéder. Eh bien, c'était une façon extrêmement digne et personne ne peut le lui reprocher. Je n'ai pas vu un seul reproche dans le monde, Madame Zimbi. Avez-vous lu un reproche sur Martelly dans le monde? On a salué cet engagement. Olivier Kamitatou, vous avez parlé de l'opposition, la majorité. C'est ce que vous voulez que Joseph Kabila fasse finalement? Parce que c'est aussi une sorte de proposition. Non. Nous voulons que Joseph Kabila organise les élections dans les délais prescrits par la Constitution. Il doit d'abord dialoguer avec vous. Ah bon? C'est ça. C'est ça le problème, Monsieur Kamitatou. Ah oui, donc ça c'est un préalable maintenant. C'est écrit dans la Constitution que en 2005... C'est lui le président de la République. En 2011, il devait dialoguer avec quelqu'un? Pourquoi doit-il dialoguer en 2016, Madame Zimbi? Vous venez de dire qu'il est le chef d'exécutif, oui. Mais c'est lui le président de la République, c'est lui qui dit qu'il y a un problème. Il y a un problème au pays. Le problème, c'est... Il y a un problème au pays. Alors vous devez négocier, vous devez discuter. Mais c'est quoi le problème au pays? C'est quoi? Il y a une crise? Il vient de recevoir aujourd'hui, ou hier, une grande conférence sur les investissements. Il a dressé un discours sur l'avenir, en disant « Le Congo a un rôle pivot à jouer pour les investissements et le secteur privé. » Elle est où la crise? Il a dit qu'il y avait une crise et qu'il ne peut pas réunir les investisseurs? On ne mélange pas tout quand même. Non. On ne mélange pas tout. Il a posé le problème des élections. Il a posé les problèmes des élections. Les élections, toutes les questions qu'il a posées. Le calendrier électoral, nous lui avons dit, il y a des élections dont le calendrier est fixé par la Constitution, Monsieur le Président, et ça, c'est l'article 70, 73 de la Constitution. Ok, d'accord. Il a fixé le fichier électoral. Le fichier électoral, la question a déjà été résolue par la CENI dans son calendrier du 12 février 2015, puisque la révision d'un fichier partiel, c'est 4 à 5 mois, et l'OIF l'a rappelé dans une mission des experts il y a 1 mois et demi, je crois. Il fixe la question du financement.
Nous disons la question du financement. Monsieur Matata, dont la stabilité macroéconomique, les résultats sont salués par le monde entier, doit avoir assez d'argent pour financer les élections. La sécurisation, ce ne sont pas des questions qui posent une crise institutionnelle dans le pays. Apparemment, vous êtes ceux-là qui attendent que la légitimité du président Kabila puisse tomber après le 20 décembre pour aller dialoguer. Non, finalement, vous attendez pour que vous puissiez avoir... oui, allez-y. Hein. Absolument pas. Absolument pas, parce que personne ne veut une crise aux conséquences dramatiques. Personne ne souhaite qu'une goutte de sang, que des larmes et de la souffrance, que des centaines de milliers de Congolais aient à souffrir parce qu'il n'y a pas eu d'élections, alors que nous pouvions les faire, les élections. Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il y a délibérément un sabotage et qu'il est temps d'en terminer là. Et la journée Ville-Morte a montré une grande chose. C'est un engagement des Congolaises et des Congolais à dire « halte, ça suffit ». Nous voulons des élections dans les délais. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Il peut y avoir des éléments qui peuvent rassurer les uns et les autres. Et nous devons creuser sur ces éléments. Personne ne dit non à discuter des éléments qui peuvent rassurer. Mais on dit au-dessus de tout, il y a une constitution avec des délais, avec un processus électoral. Il y a des libertés fondamentales qu'il faut respecter. Il y a un arbitraire qu'il faut évacuer. Il y a finalement à ce que notre pays devienne exemplaire en Afrique centrale. Si seulement vous mettez dans un consensus, c'est-à-dire aujourd'hui la CENI est claire, elle a besoin de 16 mois, elle a besoin de plusieurs hélicoptères, elle a besoin de 2 milliards de dollars. J'ai eu la chance, Madame Zimbi. Elle a besoin encore et encore. Et à votre niveau, vous obligez finalement, qu'est-ce qui va se passer hein? Eh bien, si c'était le premier processus électoral et nous n'avions pas de repères historiques, malheureusement, nous avons des repères historiques en 2005. Nous avons des repères le monde évolue, les choses changent. Eh bien, elles changent en mieux. Les contraintes se multiplient. Les contraintes se multiplient. Les contraintes, surtout techniques, se multiplient, vous le savez. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la culture du papier. Je sais qu'aujourd'hui, un sondage scientifique de la population qui, en 1984, mettait 3 ans, aujourd'hui, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a iCloud, parce que nous avons tous des tablettes, un sondage se fait en 9 mois. Pas un sondage, un recensement scientifique de la population se fait en 9 mois. Et je sais qu'aujourd'hui, avec les techniques modernes et l'informatique, réviser le fichier de manière partielle pour intégrer les jeunes gens de 18 ans, ça met 4 mois, pas 16 mois. Et parce que j'ai effectivement été à la manœuvre comme président de l'Assemblée nationale de transition pour le fichier électoral, le tout premier, financé en partie par l'Union européenne, où nous avons en 7 mois enregistré 25 millions de Congolais. Vous pensez que depuis 2005, 10 ans après, les techniques n'ont pas évolué? Qu'on ne peut pas aller plus vite que les 7 mois? Non pas pour 25 millions, mais pour ceux qui sont majeurs. Et donc je dis, attention, Monsieur Nanga, vous êtes en train de pencher pour servir les intérêts d'une famille politique, pas pour servir les intérêts d'une institution indépendante et surtout les intérêts du peuple congolais qui veut les élections. Il y a rien qui prouve justement qu'il est dans le faux, Corneille Nanga. C'est lui le président de la CENI, finalement. Oui, mais c'est le même Corneille Nanga qui a participé au calendrier global de 2012 dans lequel il écrivait qu'il fallait 4 à 5 mois pour un fichier révisé. C'est le même Corneille Nanga qui était l'adjoint de M. Missoni à l'époque, qui a donc travaillé au plus près, qui a lui-même dit qu'il fallait 4 à 5 mois pour faire la révision de ce fichier. Alors, où est l'incohérence? C'est pas de mon fait. Ne me fustigez pas, moi je ne prends que des repères historiques. Je dis on l'a fait en 7 mois en 2005, on l'a fait en 5 mois en 2011. Pourquoi faut-il 16 mois en 2016? Monsieur Kamitatou, c'est la raison d'ailleurs qui vous pousse à demander à ce que le mandat de la MONUSCO soit élargi. Oui, au lieu qu'il s'arrête au 21 mars. Ça y participe effectivement. Nous avons des doutes sur l'impartialité. Parlons du 21 mars, vous le savez, le procès Bemba, le verdict sera rendu le 21 mars. Un mot là-dessus, puisque c'était votre allié d'hier. Le dossier est toujours pendant puisque le verdict n'a pas été prononcé. Je peux dire une chose, c'est quand même long, 8 ans. C'est très long. Et finalement, je ne parlerai pas du dossier, je parlerai du cas humain. 8 ans en prison sans avoir été jugé. C'est très long. Et
on peut se dire que cela va considérablement changer dans le paysage quand le prononcé du verdict aura eu lieu. Quelque chose changera en République démocratique du Congo. Je prends date aujourd'hui. Que Jean-Pierre Bemba soit condamné ou qu'il ne le soit pas, mais quelque chose fondamentalement changera dans le rapport de la classe politique et dans les rapports de force de la classe politique. Oui, beaucoup. Vous partagez le point de vue des chefs d'État africains qui se sont réunis à Addis Abeba pour mettre en cause justement les différentes procédures menées par la Cour pénale internationale. En tant que président du réseau libéral africain, j'ai la chance de présider une organisation où il y a 47 partis politiques, dont le parti politique du président Ouattara, le parti du président Macky Sall. Et je peux vous dire que j'ai pris une déclaration très forte en disant non, nous devons rester membres et part à la Cour internationale parce qu'elle permet d'empêcher les dérives, parce qu'elle brandit de loin une sanction qui peut s'abattre à tout moment sur ceux qui veulent violenter leur population, ceux qui veulent tuer des gens dans l'impunité. Elle peut avoir des problèmes. Et il y a certainement des problèmes. En dépit des signaux négatifs en termes de crédibilité. Je suis contre tout club de chefs d'État qui veulent s'arroger une espèce d'impunité et qui se disent « Ouh là là, cette Cour pénale internationale pourrait me frapper si je ne vais pas molester, arrêter arbitrairement ou tuer. » des signaux négatifs en termes de crédibilité de cette Cour pénale internationale. Je crois qu'elle fait beaucoup plus de bien à l'humanité qu'elle ne fait de mal. Et je crois que son rôle est très utile. Et qu'il ne faut absolument pas laisser le moindre doute sur le fait que ceux qui, parmi les chefs, jusqu'aux chefs d'État, les chefs de guerre et autres, que les crimes de guerre, que les crimes contre l'humanité, que les crimes de génocide sont imprescriptibles et qu'il y a une institution internationale chargée de ces dossiers, eh bien je crois que c'est un énorme progrès. Monsieur Kamitatou, juste en passant, les États-Unis, qui est l'un des pays qui finance cette Cour pénale internationale, justement, elles-mêmes, les États-Unis ne sont pas membres, hein, il faudrait le dire, de cette Cour pénale internationale. Non, ils ne sont pas membres, mais ça c'est la politique américaine. Moi, je suis congolais et j'assume que cette Cour pénale internationale est utile au monde, est utile à l'humanité. On va bientôt chuter, Monsieur Kamitatou. Vous avez débarqué dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes des opposants à Monsieur Kabila. L'un de vous, aujourd'hui, qui vous a rejoint aussi dans l'opposition, c'est Moïse Katumbi qui a proposé les primaires dans l'opposition en perspective d'une organisation des élections en vue d'adopter, soit d'avoir un candidat commun, unique de l'opposition. Ce serait une bonne chose. Ce serait une chose extrêmement importante. Parce qu'il y a là, quand on va à l'élection présidentielle, nous parlons du destin d'un homme avec une nation. C'est un rendez-vous, une élection présidentielle. Un homme et une nation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut porter un projet, il faut porter une vision, il faut porter un espoir. Ce sera au niveau d'abord des primaires. Et je crois que, non, il ne faut pas non plus dire les primaires, c'est les primaires à la française ou à l'américaine, où ils vont faire le tour des villes. Non, je crois qu'il y a lieu que chacun... Non, au niveau de l'opposition. Je crois que c'est une excellente chose que nous fassions tous les efforts possibles. Une bonne idée. Pour que, c'est une excellente idée, qu'il y ait un candidat qui puisse, eh bien, avoir le soutien de tous les opposants et qui puisse incarner le désir de changement, d'alternance, le projet, la vision derrière laquelle nous allons construire un nouveau Congo, que nous voulons un Congo à la fois uni, à la fois démocratique, à la fois prospère et surtout solidaire. Les avertis pensent que Moïse Katumbi est pressenti justement le gagnant de ces primaires au sein de l'opposition. C'est la raison qui pousse d'ailleurs les autres leaders de la dynamique même de l'opposition à pouvoir rejeter cette idée. Mais pourquoi rejeter l'idée? Il y a des hommes qui ont d'énormes qualités dans l'opposition. Moïse Katumbi n'en manque pas. Et je crois que... Vous allez le soutenir si c'est lui qui... Si seulement dans l'hypothèse. En tout cas, je l'ai dit et je l'ai affirmé qu'il avait toutes les qualités et qu'au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'est pas candidat. Je n'ai pas entendu d'acte de candidature. Bon, il y a l'ancien candidat de 2011, Vital Kamerhe.
il y a le parti SID qui a dit qu'il y aura un candidat, peut-être Martin Fayoulou, d'autres qui peut-être vont émerger. Mais nous, au niveau du G7, nous avons dit qu'il y aurait un seul candidat du G7. Et donc, au niveau de l'arc de mon parti, qui fait partie du G7, nous avons considéré que, eh bien, nous devions déjà arriver seulement à avoir un programme avec nos valeurs, des valeurs fondamentales de liberté, de démocratie, et que celui qui sera le mieux à même de porter ces valeurs et de convaincre le peuple congolais de la justesse de son programme et de sa vision, nous le soutiendrions. Et donc, déjà à l'intérieur du G7, à l'intérieur des partis comme l'ARC, du G7, eh bien, cette démarche qui est de dire nous devons avoir un programme commun, cette démarche est en cours actuellement. Au niveau de l'opposition, dans sa diversité, il ne faudrait pas non plus que c'est pas une dictature. Il faudrait pas non plus que c'est-à-dire les ambitions soient démesurées, Monsieur Kamitatou. Tout à fait. Ils ne doivent pas être démesurées, mais il faut avoir des exigences très claires. L'ARC a un programme. Ce programme, nous sommes un parti libéral, pas pour le moins. Je suis aussi vice-président de l'Internationale libérale. Et donc, nous voulons porter un programme qui mette en valeur, une vision qui mette en valeur, eh bien, la liberté. L'ARC a été fragilisé par une autre version de l'ARC. Oui, terriblement. Comme je l'ai dit. Vous le reconnaissez quand même. Le courage. Vous admettez cette fragilisation? Non, je l'ai dit. Le courage, c'est le prix de la dignité. Quand vous avez des gens qui effectivement se disent que l'argent facile, il faut le prendre au risque même de renoncer à ses valeurs, que voulez-vous faire? Il vaut mieux qu'ils partent, et nous ne les regrettons pas. Nous disons, il faut faire la politique avec des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs, et qui peuvent les professer, et qui peuvent convaincre le peuple congolais. Monsieur Kamitatou, on va conclure, vous allez regarder la caméra. En perspective, comment voyez-vous la date du 1er janvier 2017? Le 1er janvier 2017. Eh bien, j'espère que le 1er janvier 2017, eh bien, il y aura une grande espérance qui se sera levée en République démocratique du Congo. L'espérance ne dit pas que c'est l'espoir qui est en marche. Ça veut dire que nous aurons un chef d'État qui sera élu, qui aura été élu de manière démocratique, dans un processus crédible, et qui aura pu convaincre toutes les Congolaises et tous les Congolais de la justesse de sa vision. Une vision d'avenir. Parce que nous sommes une nation jeune, une nation puissante, et que nous avons besoin de nous retrouver, de recréer les conditions d'un pacte républicain qui conduise à plus de stabilité. Parce que nous avons besoin d'une république qui soit solidaire, et que personne ne soit laissé au bord de la route. Pendant les 10 dernières années, il y a eu un régime. Il doit, au terme de la Constitution, laisser place maintenant à une élection démocratique. Eh bien, nous devons nous assumer, aller dans cette élection sans peur. Parce que de cette élection, eh bien, l'espoir sera là pour un avenir meilleur pour tous les Congolais. Et si le 1er janvier 2017, nous sommes toujours, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est toujours sous la gestion de Joseph Kabila, qu'est-ce qui va arriver? Vous regardez la caméra. Eh bien, je dirais que si Joseph Kabila est toujours président en 2017, eh bien, sa légitimité, elle aura effectivement laissé place à un président qui ne reposera que sur la seule légalité d'un article qui dit qu'il reste en fonction, il resterait en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu qu'il aurait lui-même saboté délibérément. Cela est inacceptable. Et donc, à partir de là, nous disons qu'il y aura un président intérimaire qui aura été choisi librement par la classe politique pour gérer pendant la petite période. Mais selon quel article de la Constitution? Parce que là, nous aurons fait actionner l'article 64 de la Constitution qui dispose qu'on ne peut pas conserver le pouvoir contre la volonté du peuple congolais. Vous n'allez pas mettre en confrontation l'article 64 à l'article 70, Monsieur Kamitatou? Parce que l'article 64 existe, n'existe-t-il pas? Et l'article 70 et le 64 n'est pas de... Madame Zimbi, l'article 64 n'est pas le lieu du débat, mais il n'est pas le lieu de l'interprétation de la Cour constitutionnelle. C'est l'interprétation que chaque Congolaise et chaque Congolais font du devoir qui leur est assigné, de ne jamais accepter de leur vie qu'on leur confisque leur droit le plus essentiel, qui est de choisir l'homme qui va diriger le pays. Merci Olivier Kamitatou d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, madame.
À vous également, mesdames, messieurs, un grand merci. Je sais que vous avez été très, très nombreux à pouvoir nous suivre. Le regard de ce soir a été porté sur Olivier Kamitatou. Il est président national de l'ARC. Il est député national. Il est vice-président du G7, chargé des relations extérieures. Ancien ministre du Plan, ancien président de l'Assemblée nationale pendant la transition. Vous allez suivre cette émission rediffusion demain, samedi, 9h juste sur Congo Web, sur la page Facebook Dossier d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve vendredi prochain. Ça sera avec le même plaisir, si Dieu le veut. À très bientôt. Bonsoir.